Bonjour à tous et merci d'être venus de si bonne heure, parce que ça ne doit pas être facile de se lever si tôt, pour ces deuxièmes journées du printemps de l'économie. On n'est pas encore tout à fait au complet pour cette table ronde. Il y aura notamment une personne en distanciel que je vais vous présenter, mais on va commencer tout de même, puisqu'on n'a qu'une heure pour ce débat, avec un thème qui est justement très large et où une heure c'est peu. Donc effectivement, on va discuter ce matin de la démocratie à l'épreuve des impératifs environnementaux. Alors, pour discuter de ce sujet avec moi, alors je me présente peut-être d'abord, je suis Marie Bélin, je travaille au journal Les Échos. Et donc, pour discuter de ce sujet, nous sommes en présence, donc je commence par ordre alphabétique, pour ne vexer personne, par Thierry Baudet, qui est président du Conseil économique, social et environnemental et qui nous accueille ici. Donc, merci beaucoup de votre hospitalité. Dominique Bourg, qui est à distance, puisque Dominique Bourg est donc professeur honoraire à l'Université de Lausanne, donc il est en Suisse. J'espère qu'on va pouvoir le voir ou l'entendre. Ah ben le voilà. Donc bonjour, bienvenue. Merci. François Gémen devrait nous rejoindre, il ne devrait pas tarder. Hein. Alors il est géopolitologue, c'est un scientifique, donc un des auteurs principaux du rapport du GIEC. Bon, il se présentera peut-être plus complètement tout à l'heure quand il sera là. Et Cécile Renoir, ici présente, qui est présidente du campus de la transition. Vous êtes également directrice scientifique du programme CODEV. Vous nous expliquerez peut-être de quoi il s'agit exactement à l'ESSEC. Et également professeur au Centre Sèvres. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite le débat. Et pour rentrer dans le vif du sujet, le constat qui est fait quand même déjà depuis quelque temps, c'est que les démocraties, dans toute leur pluralité, puisque bien sûr il n'y a pas qu'un seul modèle de démocratie, mais quand même sont des régimes qui semblent assez mal outillés pour prendre le chemin de la transition écologique. Alors je sais que ce mot de transition ne plaît pas à tout le monde, on verra pourquoi, mais en tout cas c'est intéressant effectivement d'observer que dans le monde, qu'il s'agisse de la France par exemple, où on a l'impression que la prise de conscience sur ces sujets et surtout que la mise en application concrète de solutions paraît compliquée à mettre en place sur un sujet qui est pourtant assez consensuel, parce que je connais peu de monde qui soit contre la lutte contre le réchauffement climatique. Hein, mais, bon. Mais si on prend par exemple un exemple tout à fait éloigné de nous, mais qui est aussi une démocratie, c'est la plus grande démocratie du monde, l'Inde par exemple, on ne peut pas dire que ça soit un modèle en termes de transition écologique non plus, c'est même plutôt l'inverse, puisqu'ils ont un dirigeant qui est plutôt climato-sceptique. Donc dans ces deux exemples très extrêmes, mais qui sont dans des démocraties dans les deux cas, comment se fait-il qu'il y a une telle difficulté d'une part à appréhender ce sujet du réchauffement climatique et des actions à mettre en place par la suite. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Cécile Renoir. Oui, bonjour Marie et bonjour à toutes et tous. Alors c'est une question très très large et du coup c'est vraiment difficile d'y répondre. Disons que de manière. Je vous laisse pour l'instant. Alors une des règles du jeu, c'est effectivement de ne pas prendre la parole pendant trop longtemps. Là, on commence par une question assez ouverte, mais oui, effectivement, ça va se préciser au fil du débat. Oui. Alors du coup, pour nous tous, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est de se dire, bon, la démocratie, on souhaite la vivre d'abord dans notre pays, et puis ce que vous venez de mentionner, c'est des réalités internationales, et donc la vie politique, l'engagement citoyen, plus ou moins fort, aussi dans d'autres pays. Et le fait qu'aujourd'hui, on voit bien que les sujets liés au climat, aux enjeux de biodiversité, toutes les questions écologiques, elles nous amènent à articuler ce que nous faisons à l'échelle d'un pays, d'une région, comme l'Europe, et à l'échelle internationale. Ce qui rend les choses spécialement difficiles, parce que on peut dire, alors ça après c'est les grands débats entre politistes et vision du monde et des relations internationales. Est-ce que ces relations, elles peuvent être envisagées sous le mode de la coopération? C'est ce qu'il faut absolument sur les questions comme le climat, on le voit bien, et c'est pas si évident. Alors, moi je pense qu'il y a une des grosses difficultés aujourd'hui vis-à-vis de l'engagement de la majorité des citoyens dans ces décisions qui les concernent ou qui concernent leur famille, les générations futures. Ils peuvent se dire voilà, comment d'ici quelques générations les choses vont se passer.
comment se réapproprier ces sujets alors qu'ils nous échappent pour une part, et alors même qu'on a le sentiment que ceux qui sont élus pour représenter les intérêts de tous ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et je pense qu'il y a un énorme lien à faire entre la question de la démobilisation d'un certain nombre de citoyens et les enjeux relatifs aux injustices écologiques et sociales. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de donner des éléments. On parlera du volet justement sur une transition juste, ça c'est un point très important. Mais pour revenir sur la question de l'efficacité aussi, parce qu'on a aussi cette impression que les démocraties ne sont pas suffisamment efficaces. En gros, si je résume à gros traits, ça ne va pas assez vite, quoi. Voilà, on n'est pas assez rapide, on a pris trop de retard. Je prends encore le cas de la France parce qu'on y est, mais sur les énergies renouvelables, la construction d'éoliennes. Finalement, on dit souvent que le temps politique est asynchrone avec le temps du climat et qu'en fait, les politiques sont dans le court terme et le climat, c'est le long terme. Moi, je dirais presque, c'est presque l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il faudrait agir tout de suite maintenant. On a déjà pris 20, 30 ans de retard et pourtant, on est toujours un peu en train de tergiverser. Est-ce qu'on fait des éoliennes en mer? Combien? Enfin bon, j'exagère, je force un peu le trait, mais il y a un peu cette idée-là aussi d'efficacité et de pas assez d'actions concrètes là tout de suite maintenant. Alors Thierry Baudet, qu'en pensez-vous? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est redoutable la question que vous posez. En gros, c'est à quoi bon la démocratie si c'est pour ne pas pouvoir grand-chose au travers d'elle? Alors moi, je considère que la démocratie, c'est la première des batailles à mener. Et donc, moi, je pense qu'il faut partir de l'analyse du régime démocratique et de voir d'une certaine manière comment on peut approfondir la démocratie pour pouvoir répondre aux enjeux du moment. C'est-à-dire que moi, je ne me satisfais pas, si vous voulez, d'un parti pris qui serait de dire finalement, puisque tout ça ne fonctionne pas, on va essayer autre chose. La démocratie n'aurait plus de valeur en soi, en elle-même, et on pourrait passer à autre chose au nom de l'efficacité. Alors, moi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la démocratie, par définition, c'est un régime politique particulier qui est sans doute le plus problématique et le plus instable de tous, parce qu'en démocratie, il s'agit de donner le pouvoir au peuple. Mais quel pouvoir à quel peuple ? Et c'est tout le problème de nos démocraties modernes, c'est notamment ce que vous venez d'indiquer en parlant de climat, où on voit bien que tout ça, ça se joue à l'échelle internationale. Donc l'exercice du pouvoir, il est toujours plus complexe et éclaté, et la notion de peuple, elle est toujours plus nébuleuse, étant donné la primauté des droits de l'individu. Mais en fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que du fait de ce pouvoir au peuple, le pouvoir d'énoncer la vérité n'émane plus d'un dieu, d'un souverain, d'une tradition quelconque, mais j'ajoute, ça ne va plus de soi non plus, ça n'émane plus nécessairement d'experts ou d'autorités scientifiques. Et donc la vérité, elle est politique au sens large, elle dépend de débats, de processus, de consensus, d'une majorité, autrement dit du bon vouloir de tous. Et donc je pense qu'en démocratie, il faut intégrer que le processus je ne sais pas comment il faut le dire, d'élaboration d'une vérité, c'est long, c'est laborieux, il faut que ce soit accepté par l'ensemble des acteurs. Et on y reviendra, je ne développe pas plus, mais c'est vrai que c'est tout particulièrement vrai pour la science climatique qui met la démocratie à l'épreuve à plus d'un titre. Mais moi, j'ai voulu commencer comme ça parce que je me refuse à considérer qu'il y aurait des alternatives, au nom de l'efficacité, qu'il y aurait des alternatives au régime démocratique. Moi, j'observe que partout, de par le monde, les régimes démocratiques reculent, régressent. Donc, on parle souvent de crise de la démocratie. Donc, il y a effectivement une crise d'efficacité de la démocratie. C'est la question que vous posez. Mais moi, je pense que la réponse réside pour partie dans la recherche des voies et moyens pour faire croître la démocratie. La crise de la démocratie, pour moi, c'est une crise de croissance et d'approfondissement de la démocratie. Voilà, vous dites assez justement, c'est vrai qu'en démocratie, il faut du temps pour dégager un consensus, il faut des débats, mais on peut reconnaître qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps. Donc c'est pour ça que cette question se pose avec d'autant plus d'acuité, c'est que
On n'a plus trop le temps de tergiverser. Maintenant, il faut agir. C'est ce que nous disent beaucoup d'organisations. Et justement, c'est pour ça, François Gémen, je voulais vous donner la parole. Déjà, bienvenue. Finalement, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, puisque les débats sont trop longs, trop laborieux, pourquoi on ne donne pas le pouvoir de décider, puisque vous l'avez évoqué, Thierry Baudet, soit il y a deux scénarios, soit des autocrates. Alors bon, vous voyez, la Chine par exemple, elle a pris un tournant dans les énergies renouvelables radical. Je veux dire, c'est le pays qui dépense peut-être le plus sur la planète pour les énergies renouvelables, et ça on peut le saluer. Je dirais même que c'est quasiment le pays qui dépense plus que tous les autres pays réunis. Exact. Non, mais c'est quand même phénoménal. Donc ça, il faut le souligner, il faut le dire. Donc quand un virage est pris là-bas, on ne discute pas, on le fait, voilà. Ou alors, autre alternative, et vous seriez concerné au premier chef, donner le pouvoir de décider aux experts, aux scientifiques, puisque la vérité est si compliquée à déterminer, c'est vous qui savez mieux que tout le monde. Donc pourquoi ce ne seraient pas les scientifiques qui décideraient finalement ? Ce serait une terrible erreur. Moi, je serais un terrible décideur. Je suis terriblement indécis, parfaitement corruptible. Je serais un terrible décideur. Je serais le plus mauvais choix possible pour prendre la décision. Et donc, je pense que quand je regarde mes collègues, à l'exception de quelques-uns et de quelques-unes d'entre eux, ce serait aussi d'assez terribles décideurs. Je pense que ça serait, y compris en termes d'efficacité, je pense que ça serait assez catastrophique et on ne réalise pas à quel point. Je pense que les gens se font une image tout à fait fausse de ce que peuvent être les experts ou les scientifiques. Je connais des collègues au GIEC qui sont niveau prix Nobel de physique, mais qui sont d'une naïveté crasse en matière de politique. J'ai des collègues qui disent, tiens, si on organisait un concours de dessin dans les écoles pour résoudre le problème du changement climatique. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas du tout imaginer que les experts seraient par nature de bons décideurs. Ce sont des métiers profondément différents, de la même manière qu'un bon chercheur n'est pas forcément un bon enseignant et qu'un bon enseignant n'est pas forcément un bon chercheur, un expert n'est pas forcément un bon décideur. Et donc je ne pense pas que même, autant je peux être favorable à l'inclusion de personnalités de la société civile ou d'experts techniques dans les gouvernements, autant je pense qu'un gouvernement d'experts serait, en tout cas sur le climat, une très mauvaise idée. De la même manière que je pense que ce qu'on appelle parfois une sorte de dictature écologique ou de dictature verte, au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures beaucoup plus radicales à la chinoise ? Je pense que ce serait aussi une très mauvaise idée. C'est-à-dire que même si je mets à part la question pourtant fondamentale des droits et des libertés, et que donc juste pour notre discussion, on discute uniquement des questions d'efficacité, il faut se rendre compte que les transformations qui nous sont demandées par le changement climatique, les virages qui sont requis aujourd'hui, doivent être durables et pérennes. Au moment de la crise du Covid, beaucoup se sont demandé, finalement, on voit qu'on est capable de mettre en place des mesures très radicales et très coûteuses contre le Covid. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose contre le changement climatique ? Parce que ce n'est pas deux problèmes du même type. La crise du Covid, c'est une crise. Ça veut dire que c'est un moment temporaire avant un retour à la normale. Le changement climatique, ce n'est pas une crise, c'est une transformation durable qui va se prolonger pendant au moins toute la durée du siècle. Et donc ça veut dire que les mesures que vous mettez en place contre le changement climatique, ça ne peut pas être des mesures temporaires. Ça serait catastrophique si c'était des mesures temporaires. Et donc l'idée d'avoir une sorte d'état d'urgence climatique qui permettrait de prendre ce type de mesures potentiellement en contournant l'avis du Parlement me paraîtrait être une très mauvaise idée en termes d'efficacité, parce que ce seraient des mesures qui ne seraient pas acceptées par la population sur le long terme. Si vous acceptiez d'être enfermé chez vous et de mettre la moitié de l'économie à l'arrêt, c'est parce que vous espériez que ça permette un retour à la normale le plus rapidement possible. Et on voit bien d'ailleurs que plus les mesures de confinement ou de port du masque duraient, moins elles étaient acceptées par la population. On a commencé à avoir des manifestations, des formes de rébellion, etc. Sur le changement climatique, vous ne pouvez pas espérer que les températures redescendent. Parce que c'est un mouvement, un changement irréversible que nous avons provoqué. Et donc, il faut absolument des mesures durables et pérennes. Ça veut dire qu'il faut que ce soit des mesures qui soient acceptées et même idéalement souhaitées dans la durée par la population. Cela étant dit, si on veut avoir une action efficace et rapide, je pense que nous attendons trop des gouvernements et que nous attendons trop
des négociations internationales. On a des titres du type, est-ce que vous allez encore avoir dans la presse des titres du type, est-ce que la COP27 va sauver le climat? Aucune COP n'a la capacité de sauver le climat. C'est-à-dire qu'on leur demande quelque chose qu'elles ne peuvent pas donner. De la même manière que les gouvernements, à eux seuls, ne peuvent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gouvernements peuvent mettre en place un cadre réglementaire et fiscal qui va permettre, encourager, imposer cette réduction, mais ce ne sont pas les gouvernements qui, à eux seuls, vont réduire les émissions. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui nous appuyer bien davantage sur des minorités déterminées dans les collectivités, la société civile et les entreprises, en considérant que le problème des démocraties, c'est comme vous l'avez relevé, c'est effectivement le temps du consensus, et ce consensus est très difficile à trouver sur les questions environnementales, et aussi le fait que l'intérêt du climat va systématiquement passer, en tout cas très souvent passer, après d'autres intérêts. La fonction de notre démocratie représentative, c'est de trouver une forme de consensus social entre des intérêts très diversifiés représentés au Parlement. Le problème, c'est que personne ne représente concrètement l'intérêt du climat. C'est-à-dire que le climat ne va pas inviter les députés à dîner, le climat ne va pas financer les partis politiques, le climat ne va pas être mobilisé par des syndicats. Et donc, l'intérêt du climat va être un intérêt parmi d'autres qui ne va pas parvenir à s'imposer comme matriciel. Et donc, il va falloir faire des compromis entre différents types d'intérêts, raison pour laquelle la démocratie donne l'impression de ne pas avancer suffisamment vite, de ne pas prendre les mesures qui seraient à la hauteur de la situation. Souvenons-nous toujours que la démocratie, ce n'est pas uniquement le Parlement et le gouvernement, c'est aussi chacun et chacune de nous. Oui. C'est bien de le rappeler, effectivement, puisque bon, on a chacun un rôle à jouer. Après, la réflexion qui revient souvent, c'est qu'aujourd'hui, ce sujet, on ne peut pas y répondre seulement avec des initiatives individuelles. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est des politiques structurelles qu'il faut aujourd'hui mettre en place. D'où la nécessité que gouvernants au niveau national, mais aussi internationaux, agissent de concert. Parce que si chacun prend son vélo tous les matins, ça ne va pas régler la question du réchauffement climatique. S'il n'y a pas de piste cyclable, ça ne va pas régler la question. Voilà. Je voudrais qu'on donne la parole à Dominique Bourg, alors que je ne vois pas, ou par intermittence, donc c'est pas évident. Ah, voilà, vous voilà. Donc vous avez déjà entendu les trois premiers intervenants. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, et aussi pour aborder la question, on parlait des intérêts de chacun. Il y a parfois une contradiction, et j'aimerais vous entendre là-dessus, sur la notion de liberté individuelle qui est très exacerbée dans nos démocraties occidentales, où chacun défend sa liberté de circuler, sa liberté de consommer, sa liberté d'agir à sa guise. C'est un acquis démocratique très fort. Mais ces libertés individuelles, elles rentrent aujourd'hui en contradiction avec justement les réponses collectives qu'il nous faut apporter et les sacrifices aussi qu'il va falloir faire. C'est pour ça que faire des sacrifices en démocratie, c'est pas toujours très agréable, mais il va peut-être falloir le faire quand même. Donc, qu'est-ce que vous pensez est-ce que les libertés individuelles n'ont pas pris une place disproportionnée dans nos sociétés démocratiques occidentales pour être à même de répondre à ce sujet du réchauffement climatique? Si vous permettez, avant de dire la question de la liberté, vous avez raison, là aussi, mais moi, je ne me retrouve pas du tout dans la manière, si vous voulez, dont la question est posée. Parce que, à ce que je sache, les gouvernements autoritaires sont franchement pas des parangons d'écologie. Chaque fois que vous avez une démocratie qui se pervertit, vous allez voir du côté de Trump, du côté de Bolsonaro, du côté de Modi, vous l'avez d'ailleurs rappelé vous-même, ce sont des gens qui sont systématiquement hostiles à tout ce qui est environnemental et en général même climato-sceptique, ce qui est le cas des trois personnes que je viens d'indiquer. Et si vous regardez la Chine, ben non, la Chine, elle a reculé de 10 ans l'atteinte de la neutralité carbone. Et je vous rappelle que la neutralité carbone, ça veut dire qu'on accumule des gaz à effet de serre. Et quand on a accumulé beaucoup, on s'arrête. Ça reste. Donc, c'est pas non plus un terme absolument mirifique. Alors, eux sont déportés de 2050 à 2060. Certes, ils développent du renouvelable, mais ils continuent à installer des brassées de centrales thermiques. Non, la Chine n'est pas du tout un pays écologique. Il faut pas dire n'importe quoi. Et puis, alors, par ailleurs, si vous voulez, si on regarde sur la question du débat, pensez-vous vraiment qu'il y a du débat démocratique en France sur les questions écologiques? Pas du tout. Si on veut qu'il y ait un
débat démocratique, il faut déjà qu'on pose le problème. Je suis d'accord avec François Gémen sur la différence entre la Covid et puis le côté crise et le côté structurel des questions écologiques et notamment climatiques. Mais là, au moins au début, à la mi-mars, on a un président de la République qui s'est adressé à la nation, qui a placé les choses, etc., qui a dit, voilà ce à quoi nous étions confrontés, c'est pourquoi il fallait recourir à des mesures particulières. Jamais en matière de climat, quand ce gouvernement vous parle de sobriété, eh bien, il vous parle de sobriété avec un pull vert pour l'hiver. Non, la sobriété, ça devrait être structurel. Donc déjà, on ne pose pas le problème. Comment voulez-vous qu'on en débatte correctement si on ne le pose pas? On n'a même pas été fichu d'inscrire dans la Constitution, alors que justement c'est structurel et ça devrait marquer toute l'orientation de nos sociétés. On n'a même pas été capable d'y inscrire les questions écologiques, si ce n'est dans la charte, mais de façon décalée, et j'en sais quelque chose puisque j'étais dans la commission COPAS. Donc voilà, déjà, le problème est extrêmement mal posé, il n'est pas posé. En revanche, quand il s'agit de protéger les gens qui utilisent leur jet, aucun problème. Le gouvernement tranche. Quand il s'agit de dire qu'on va continuer à arroser les golfs en pleine sécheresse alors qu'on a une sécheresse orpheline sans précédent, il n'y a pas de problème, on décide. Donc non, là je pense que précisément on a un défaut de démocratie sur ces sujets. Pour qu'on puisse en avoir une approche démocratique, il faut qu'on les pose, qu'on les analyse, qu'on diffuse la connaissance scientifique sur ces questions-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est pas le cas. On développe le métavers. C'est certainement pas pour s'occuper du climat. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, c'est-à-dire la question de la liberté, mais là aussi, je crains qu'elle soit quand même mal posée. En fait, on continue à faire croire aux gens que est inscrite dans nos institutions une idée de la liberté qui est une idée de Hobbes, qui n'a rien à voir avec ce qu'on va par exemple trouver dans la déclaration de 89 des droits de l'homme et du citoyen. On a mis dans la tête des gens que toute espèce d'entrave, quelle qu'elle soit, était quelque chose qui ruine la liberté. Alors, je vous rappelle la définition justement de 89, hein, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et je précise, là où commence celle d'autrui, c'est là où je commence à nuire à autrui. Et bien qu'effectivement, il suffit d'ailleurs de raisonner de manière kantienne, je prends Bernard Arnault avec son jet et puis j'applique la maxime de Kant. Que se passe-t-il si j'universalise la maxime de mon action? Donc tous les 8 milliards de terriens se mettent à prendre un jet comme Bernard Arnault. Là, vous avez 15 planètes, une empreinte écologique de 15 planètes dans la semaine. C'est absurde. Donc, il y a des choses évidentes par rapport auxquelles on doit se prononcer. Donc, en fait, le climat, et c'est pas que le climat, en fait, c'est la hauteur, et c'est ça la difficulté pour nos sociétés, le volume de nos économies, le nombre d'objets qu'on fabrique, l'étendue et le nombre d'infrastructures qu'on aménage, notre régime alimentaire, tout ça, on est dans des choses très matérielles, dégrade puissamment les conditions d'habitabilité de cette planète. Allez au Pakistan et vous verrez ce que ça veut dire. Donc là, on est vraiment dans une nuisance massive, collective. On a un pouvoir public qui ne pose pas ce problème, qui au contraire, quand il en aborde des petits morceaux, eh bien, se permet de prendre une attitude contraire. Pour ma part, on est dans un déni de démocratie. Effectivement, nous devons réduire l'empreinte matérielle de nos existences. Et la deuxième difficulté pour nos démocraties, c'est que pour le faire, vous devez réduire puissamment les inégalités. Quand vous avez un gâteau qui croît, vous pouvez vous contenter d'avoir une petite part parce que vous imaginez que votre part va quand même grossir. En revanche, quand le gâteau se réduit, c'est ce qui va nous arriver aujourd'hui, quand le gâteau se réduit, eh bien le fait que certains se goinfrent fait que d'autres n'ont pas même le nécessaire. Et évidemment, ça pose les choses d'une façon totalement différente. Le problème, c'est pas du tout la liberté, c'est un défaut de conception de la liberté, c'est une espèce de mélange et d'absurdité totale quand on pose le problème. Là, on est dans un cas de nuisance, on est dans un cas de mise en danger de la vie d'autrui. Dans ces cas-là, on sait très bien que ce qui met en danger la vie d'autrui, eh bien, on le change. Et là aussi, je m'inscris en faux contre ce qu'a dit François tout à l'heure. La question climatique, la question écologique de manière générale, c'est une question d'ordre de grandeur. On ne va pas s'en sortir, et pourtant, moi, je suis un défenseur de la désobéissance civile. Mais justement, la désobéissance civile, c'est remettre en cause un état du droit pour le faire évoluer. C'est pas être contre le droit en général, c'est au contraire vouloir accélérer le changement de la loi. Parce que c'est que par la loi, c'est que par l'action politique qu'on peut atteindre un ordre de grandeur qui va faire qu'on va commencer à répondre à nos questions écologiques. Donc, pour moi, la manière dont on pose la question dans ce domaine, si vous voulez, cette matière, elle est vraiment fondamentale et je crains qu'on ne la pose pas toujours de façon correcte.
Alors, c'est vrai que c'est moi qui pose les questions et je trouve que c'est bien de débattre. Donc c'est pour ça que je me fais un peu l'avocat du diable, vous l'aurez compris, je pense. Donc mes questions sont un peu provocantes à dessein. Est-ce que vous partagez... Alors je repose la question parce que Dominique Bourg y a répondu de manière très, très claire, mais sur effectivement les libertés individuelles, ma liberté commence où s'arrête celle des autres, effectivement, mais... Est-ce qu'il n'y a pas quand même, effectivement, aujourd'hui, dans la difficulté à accepter ce que la transition écologique va nous imposer, cette idée quand même que, oui, ça restreint nos libertés, ça restreint tout ce qui était un progrès pour nous jusqu'à présent, consommer, se déplacer loin, voyager, c'était un progrès. Enfin, c'était vécu comme ça pendant toutes les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme un progrès. En tout cas, ça ne devrait plus l'être parce que ça tue la planète à petit feu. Voilà, s'il faut parler comme ça. Alors, vous voulez tous parler, donc peut-être Cécile Renoir, je vous donne la parole ensuite. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient d'évoquer Dominique Bourg. Et je suis largement d'accord avec l'idée qu'il y a une affaire d'ordre de grandeur aussi à avoir en tête, ce qui nous permet de réaliser à quel point nos comportements hyper gloutons pour nous, citoyens de pays du Nord, disons de classe moyenne ou supérieure, qui avons une capacité à consommer absolument inimaginable, sommes dans des logiques totalement mortifères. Pour nous, pour d'autres, pour les générations futures. Donc je redis que voilà, sur les ordres de grandeur, en moyenne en France, nous émettons 10 tonnes par habitant et par an. Il faudrait arriver à réduire jusqu'à 2 tonnes d'ici 2050. Pour donner quelques autres chiffres très impressionnants, parce que c'est une moyenne, mais ensuite la question c'est les inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays. Les 10% les personnes les plus riches en Amérique du Nord émettent 73 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an en 2019, pour 29 tonnes en Europe. Voilà, on est très très au-delà des 10 tonnes. Et puis pour les 50 personnes les plus pauvres en Afrique subsaharienne, elles émettent chacune 500 kilos d'équivalent CO2 par an et par habitant. Donc, quand on regarde ces chiffres, eh bien, la question qu'évoque Dominique Bourg de dire voilà, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est que si nous voulons que d'autres puissent vivre, et simplement vivre, comme disait Gandhi, ça suppose de nous des décisions en termes de solidarité. Et la question des libertés, elle ne peut pas, en démocratie, elle va de pair avec la question, sinon de l'égalité simple, au moins de l'équité, et la question de la fraternité. Et je crois que si nous voulons donner du sens à nos démocraties, c'est bien en remettant à l'honneur ces principes et en nous demandant ce que ça fait de pouvoir vivre ces valeurs de solidarité, de fraternité, d'équité. Alors je peux donner moi l'exemple très concret que je vis au campus de la transition, puisque j'ai cofondé ce projet avec l'idée d'aider des personnes à réaliser ce que ça veut dire concrètement que de changer de mode de vie. Et je le disais pour moi-même, qui est des conditions de vie tout à fait confortables, et se dire qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de se mettre soit dans une logique où on essaye de réduire en se demandant ce qui va dépendre de nous, de nos choix individuels, et ce qui va dépendre de changements de politique publique, de changements de stratégie d'entreprise, donc de choix collectifs. Et je rappelle que selon l'étude qui avait été menée par le cabinet Carbone 4 il y a quelques années sur faire sa part, ce qui était estimé, c'est qu'entre 25 et 40% des changements viennent de nos changements, de nos choix individuels ou collectifs à une échelle locale. Donc ça veut bien dire que nous avons des marges de manœuvre. Ensuite, évidemment, ça ne change pas tout. Mais pour dire, moi, je vis avec une trentaine de jeunes qui sont des étudiants, des jeunes professionnels, ultra motivés. Et quand on regarde ce qu'on peut faire concrètement, alors on vit dans une grosse propriété qui est une passoire thermique. Donc avec pas mal d'humour, les uns et les autres ont décidé d'appeler depuis 3-4 ans ce que nous vivons comme l'opération Sibérie en hiver, c'est-à-dire choisir de ne pas faire fonctionner notre chaudière à fioul. Maintenant, on a une chaudière à bois bûche, donc on va pouvoir se mettre à se chauffer un petit peu plus. Mais l'expérience que nous menions, c'était de se dire, en fait, on peut chauffer beaucoup moins et quand même promouvoir des formes de convivialité. On ne vit pas moins bien
Et je ne parle pas de la précarité subie par des personnes isolées, des personnes âgées, qui vont subir de plein fouet là, la sobriété donc subie. Mais ce que je veux dire, c'est que si on choisit soi-même de réduire par solidarité, par conviction, on est capable d'inventer des modes de vie qui sont très conviviaux. Et nous venons de faire une étude dans une dizaine d'écolieux en France qui essayent de promouvoir des formes de sobriété choisies dans des modes de vie partagés. Et il y a un indicateur que j'avais construit au départ pour regarder les effets de l'activité pétrolière sur le lien social au Nigeria. Il y a un indicateur de capacité relationnelle. J'avais construit avec Gaël Giraud et d'autres chercheurs. On l'a appliqué à ce qui se passe dans les écolieux et pour voir comment la vie de ces écolieux permet de réfléchir, de changer peut-être nos représentations collectives dans les territoires de ce que peut être une vie plus sobre et conviviale. Et c'est très impressionnant de voir que les personnes qu'on a interrogées soulignent qu'effectivement, il y a des choix qui sont faits en termes de sobriété énergétique, en termes, donc ça veut dire des choix de chauffage, des choix en termes de mobilité, des choix en termes d'alimentation, mais ça va de pair avec une convivialité vécue, éprouvée, et ce n'est pas juste des mots. Et ça veut bien dire, je pense que si on veut changer les choses à l'échelle de nos sociétés, c'est vraiment changer notre culture de ce qu'est le bien vivre, changer nos représentations collectives de ce qu'est une vie de qualité, et se dire qu'une fois qu'on met du sens à tout ça, on arrive à faire des choses, et c'est pour ça que la démocratie compte. C'est que tout ça, ce sont des citoyens qui se mettent ensemble et qui, à l'échelle de territoires, d'entreprises, à un niveau local, territorial, vont arriver à impulser des changements qui doivent être ensuite repris par des décisions en termes de politique publique. Oui, pour rebondir sur la sobriété, donc subie ou choisie, là je me tourne vers vous, François Gémen. C'est vrai que est-ce que ça sera vraiment toujours choisi? Est-ce que, pour reboucler avec la question des libertés auxquelles il faudra peut-être renoncer, on a des gros sacrifices enfin, il faut quand même dire la vérité, même si il y a des aspects conviviaux, mais il y a quand même des choses très lourdes qui vont être demandées aux citoyens. Il y a quand même des choix de société avec des conséquences très dures qui vont devoir s'imposer. Ça, c'est aussi pas facile à faire accepter dans une démocratie. Donc, comment on fait pour que ces sacrifices soient acceptés? Si vous circulez en voiture ou en vélo et que vous arrivez à un feu rouge et que le feu est au rouge, vous allez devoir vous arrêter. C'est une restriction insupportable de votre liberté individuelle. Vous n'avez pas le droit de foncer à travers le carrefour, quelle que soit la couleur du feu. Mais chacun comprend bien que l'idée que chacun accepte cette petite restriction individuelle de s'arrêter au feu rouge est la condition nécessaire à la préservation de la liberté collective de circuler en voiture ou en vélo dans une ville. Et donc, je crois que le problème que nous avons aujourd'hui quand on considère nos libertés, c'est qu'on a une conception très individualiste, très hobbesienne de la liberté, qui méprise et néglige la liberté collective. C'est ce qu'a dit d'ailleurs la Cour constitutionnelle allemande dans un très bel arrêt l'an dernier, en imposant au gouvernement allemand de réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre, quitte à rogner sur certaines libertés individuelles, en disant c'est la condition de la préservation des droits et libertés des générations futures. Et si nos démocraties ont tellement de mal aujourd'hui à prendre des décisions suffisamment radicales à la hauteur de la situation, c'est parce que les Bangladais n'ont pas le droit de vote et les Éthiopiens non plus. Or, qui sera affecté en premier lieu par les décisions que nous prendrons ou que nous ne prendrons pas? Les Éthiopiens et les Bangladais. Le futur climatique de la France ne sera pas du tout déterminé par les décisions prises par la France. Il sera déterminé par ce qui est décidé à Washington, à Delhi, à Pékin et aussi à Jakarta, Lagos et au Caire. Et de la même manière, le futur climatique et même le présent climatique du Bangladesh ou de l'Éthiopie, eh bien, il est déterminé notamment par les décisions prises à Paris. Et un problème qu'on a, je crois, dans les démocraties, c'est qu'elles sont organisées à un échelon national, alors que les conséquences de notre action ou de notre inaction, eh bien, elles vont être subies par des gens qui ne sont pas membres du corps électoral. Elles vont être subies par des gens qui habitent au-delà de nos frontières géographiques ou par des gens qui ne sont pas encore nés et qui donc n'ont pas le droit de vote. Moi, je suis citoyen belge. J'habite en France depuis 15 ans. Je ne vote pas.
Je ne vote pas en France parce que je n'ai pas le droit de vote. Et je ne vote pas non plus en Belgique alors que j'ai le droit de vote, mais j'estime que je ne suis que marginalement affecté par les décisions que prendra le gouvernement belge. Et que donc je ne m'estime pas légitime pour aller, par mon vote, imposer des choix aux gens qui habitent en Belgique, alors que moi je ne serai que très marginalement affecté par les choix posés par le gouvernement belge. Pourquoi ne permettons-nous pas aux Bangladais et aux Éthiopiens de voter lors des élections législatives françaises ? C'est une suggestion qu'on va faire. Je ne suis pas sûre que ce soit suivi des faits. Mais c'est là le problème fondamental dans nos démocraties. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que si on prend au pied de la lettre ce raisonnement, ça peut être utilisé comme un facteur de démobilisation en se disant bon, finalement tout ce qu'on peut faire ici en France, ça n'a aucun impact sur le réchauffement au niveau mondial. Donc bon, tant pis, finalement, on n'a pas prise sur ce sujet. De toute façon. C'est vrai, mais c'est parce qu'on est fondamentalement égoïste. Et qu'il faut reconnaître qu'aucun gouvernement aujourd'hui ne peut posséder une forme de souveraineté climatique. C'est-à-dire que le climat futur de la France, il nous échappe largement, il sera décidé par d'autres. Thierry Baudet, vous vouliez dire quelque chose ? Moi, j'ai deux réflexions suite aux dernières interventions. D'abord, je trouve qu'il y a un paradoxe finalement lié à la démocratie. Ce sont les effets de la démocratie sur l'individu. D'une certaine manière, nos démocraties modernes, elles sont fondées sur le projet d'émancipation de l'individu par l'éducation, la culture, le progrès scientifique, etc. Et avec cette idée que des citoyens informés, exigeants, ils vont pouvoir se libérer de leurs liens d'affiliation. Mais un des paradoxes, c'est que ça peut en amener certains, au nom de la primauté de l'individu, de se libérer, y compris de leurs devoirs de citoyens. Et donc ça, c'est un vrai sujet sur la place du collectif, effectivement, dans des démocraties qui sont un peu fondées sur la primauté de l'individu. Et puis, le deuxième réflexion que je voulais faire, il me semble que nos démocraties modernes, elles font une promesse. La promesse de répondre aux besoins de progrès de la société. Et derrière l'idée de progrès de la société, d'assurer notamment à chacun une prospérité et une sécurité croissante. Et je pense d'ailleurs que parfois, quand certains cèdent à la tentation de régimes plus autoritaires, c'est parce qu'ils ont le sentiment, à tort, mais ils ont le sentiment que ces régimes autoritaires leur font cette promesse d'enrichissement, de sécurité, de progrès. Et donc, pour revenir au sujet qui nous concerne, ce qui est assez frappant, c'est que finalement, moi, je crois à l'importance des récits. Et le récit, j'allais dire, du progrès, il était fondé sur le fait que toutes et tous, on pourrait accéder aisément à des biens de consommation, qu'on pourrait consommer davantage, qu'on pourrait se déplacer davantage, etc. Et d'une certaine manière, les solutions, les aspirations d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui. Et donc, j'entends et je comprends tout ce qui relève de l'ordre du renoncement, mais on ne pourra pas embarquer les populations sur la seule dimension sacrificielle. Ce ne sont pas que des renoncements et des sacrifices. Probablement, c'est là où je dis que le récit est important. Quand vous avez parlé de sobriété choisie, quand vous avez parlé d'expérience de vie en commun plus conviviale, on pourrait ajouter, je ne sais pas, plus saine, etc. etc. Je pense qu'il y a un récit à faire émerger collectivement qui est très culturel, que le progrès, la sécurité, le bien-être, le mieux-être, le bien commun, le mieux commun, ça ne passe plus uniquement à travers, ça ne passe plus par la consommation, par les standards d'hier, en quelque sorte. Merci. Dominique Bourg, si vous êtes toujours avec nous, parce que je vous vois par intermittence. Alors, voilà, c'est bon, vous êtes revenu. J'aimerais vous entendre aussi, puisque là, on débat, et puis justement, vous aimez le débat. Et je voulais vous entendre sur cette incapacité qu'on a aujourd'hui aussi à dialoguer en démocratie sur ces sujets. C'est compliqué de s'entendre. Alors, on l'a dit, parce que les vérités scientifiques sont compliquées. Enfin, je défie ici quelqu'un de nous expliquer, par exemple, comment va marcher la taxe carbone aux frontières ou les marchés carbone, les compensations. Enfin, c'est des sujets très compliqués. Et même si
les journaux, le mien en particulier, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'expliquer, de vulgariser un peu, mais c'est quand même dur de faire partager ces informations. Donc, comment se fait-il, et à votre avis, quel rôle devrait jouer la presse, mais aussi le système éducatif pour redonner du sens à ce partage de l'information, du débat? Parce qu'on a l'impression que la démocratie a un peu perdu ce qu'on appelle parfois ses contreforts, c'est-à-dire ce qui fait qu'on partage quelque chose et qu'on peut discuter de sujets de manière raisonnée en partant des mêmes faits. Oui, alors là, vous mettez le doigt sur un sujet très délicat qui est l'état de l'information dans nos démocraties. Mais je voudrais juste je vais y revenir parce que vous avez raison, c'est absolument fondamental. Mais juste 2 secondes, hein, si vous voulez. Les sacrifices, c'est pas tout le monde qui a à faire des sacrifices. Si vous regardez l'objectif qu'on devrait atteindre, c'est 2 TEP par an par personne à l'échelle universelle. Aujourd'hui, à l'échelle universelle, on est à 4 TEP. C'est très loin des 73 tonnes dont parlait tout à l'heure Cécile. Et donc, en fait, c'est la partie la plus dispendieuse qui va effectivement, et on en fait partie, hein, les 10% les plus riches, tous autour de la table, et très probablement tous les gens qui nous regardent en font partie. On fait partie des plus riches, on n'est pas à 73 tonnes, mais on fait partie des plus riches, et donc l'effort est plus important. Mais rappelez-vous aussi que, si vous voulez, jusqu'au seuil de la révolution industrielle, on a dû arriver à peu près à 0,5 TEP par personne. Regardez le legs pour l'humanité, le legs pictural, architectural, littéraire, etc. Et regardez ce qu'on a fait depuis qu'on dépense une tapée d'énergie, passez-moi l'expression. C'est pas forcément génial, et vu l'état dans lequel on laisse la planète aux générations qui suivent, franchement, ça n'a pas été une réussite. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à avoir cette espèce de récit qui ne nie pas la part de renoncement. Il y en a une, c'est évident, quand on dispose chacun de 40 esclaves énergétiques, on va devoir s'en passer. Donc il y a bien des choses auxquelles on va renoncer, mais on va renoncer pour aussi des améliorations, d'ailleurs ne serait-ce déjà qu'en termes d'équité. Maintenant, je referme cette parenthèse-là, je reviens à la question que vous posez, qui est celle de l'information et qui est effectivement capitale. Et je dirais que c'est là où le bas blesse dans nos démocraties. Je reprends cet exemple, mais quand les chars sont arrivés à Prague en 68, si vous étiez communiste, si vous étiez gaulliste, personne ne niait que les chars étaient à Prague. On pouvait interpréter leur venue, les raisons, etc., leurs effets de façon différente, mais on partait d'une réalité factuelle commune. Regardez avec la Covid, vous avez vu qu'avec les réseaux sociaux, avec la fragmentation du paysage de l'information, il y avait pratiquement autant de Covid que de niches informationnelles. Quand on en arrive à ce niveau-là, eh bien le débat démocratique devient extrêmement difficile. Et là, c'est pas simple, on va pas interdire les réseaux sociaux, c'est évident, mais en tout cas, on devrait essayer de prendre des mesures pour essayer de contrer leurs effets les plus négatifs. Et imaginez par exemple ce que va devenir notre monde sur un plan informationnel si on laisse s'imposer cette histoire de métavers. Vous n'avez plus de démocratie possible à partir de ce moment-là. Et ça, c'est vraiment très très grave. Alors effectivement, certains journaux, le vôtre d'ailleurs, font vraiment des efforts, mais vous le savez très bien, la presse écrite, malheureusement, et je suis le premier à m'en plaindre, elle ne touche qu'une part assez congrue de la population. Et donc là, c'est toute la difficulté dans laquelle on est. Je rappelle que dans un pays comme la France, vous avez 9% de platistes. Il faut quand même le faire, hein. Regardez la Lune, regardez le Soleil, ça n'a pas l'air tout à fait plat. 9% de platistes, 16% aux États-Unis. Et si je prends les États-Unis, eh bien vous avez 75 millions d'électeurs qui sont persuadés qu'on a volé son élection à Trump. Donc quand on en arrive là, la démocratie devient difficile. Et effectivement, un sujet comme celui du climat, on voit très bien, on l'a vu avec la Convention citoyenne, quand on se donne les moyens d'informer la population, la compréhension, l'adhésion, et là en l'occurrence la réflexion et les propositions sont vraiment au rendez-vous. Le gouvernement en a été témoin, mais les citoyens ont été vraiment au rendez-vous. Donc oui, la bataille de l'information, c'est une bataille clé pour pouvoir démocratiquement faire face, disons, aux grandes mutations que l'on doit aujourd'hui opérer. Sans ça, il est clair qu'on n'y arrivera pas. Et si on n'y arrive pas, c'est très simple. Ça veut dire, et on voit bien les choses se profiler un petit peu ainsi malheureusement, eh bien ça veut dire que vous aurez toujours une petite partie de l'humanité qui, pour profiter, va entraîner l'ensemble dans la ruine de ce qui a été rappelé tout à l'heure de façon tout à fait judicieuse, je crois que c'était par François, sur la question des libertés collectives. Alors, regardez les libertés collectives dans le Pakistan d'aujourd'hui,
c'est pas évident. Quand vous avez plus de 10 millions de personnes jetées sur les chemins parce que leur habitat a été détruit, parce que toutes les structures sanitaires ont été détruites, et parce qu'en plus, vous êtes confronté à des eaux stagnantes qui surmultiplient les épidémies. Donc, voilà. Et donc, ça, on ne peut le faire, on ne peut entraîner les gens que sur la base d'une information partagée. On sait le faire pour le climat à plus petite échelle. Il faut qu'on parvienne à le faire à plus grande échelle. Merci. Je fais juste une précision, parce que ça aussi, vous voyez, ça fait partie des choses qu'il faut vulgariser. TEP que vous avez utilisé, donc c'est bien tonne équivalent pétrole. C'est vrai qu'on a tous tendance, et nous journalistes en particulier, à utiliser ces abréviations, mais il faut qu'on fasse aussi un effort là-dessus collectivement. J'aimerais, alors je ne sais pas s'il y a des questions, il nous reste un petit quart d'heure, alors s'il y a des questions dans la salle, on peut faire circuler un micro, je crois. Moi j'ai aussi des questions, d'après ce que je vois, qui ont été posées là plutôt directement par Internet. Alors, je regarde, il y a des questions dans la salle. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Enfin, moi, j'avais une question quand même sur la... Dominique Bourg a évoqué l'exemple de la Convention citoyenne, qui est effectivement un outil intéressant, qui a mobilisé effectivement beaucoup de monde, mais qui, on va dire, sans vouloir être trop négatif, qui n'a pas donné les effets qu'on pouvait espérer. Alors je sais que vous êtes partagé là-dessus, Thierry Baudet, justement, mais il y a eu un effet très déceptif quand même. Donc pourquoi, alors que cet instrument paraît être bien adapté aux enjeux, en tout cas de la transition écologique, pourquoi ça a été un flop? J'exagère un petit peu, mais bon. Et François Gémen... Moi, je ne considère pas du tout que ça a été un flop. Je pense que ça a été une innovation démocratique assez majeure, en effet, inaboutie, inachevée. Moi, je ne pense pas qu'on puisse à la fois déplorer que la démocratie représentative fonctionne moins bien, hein, donc il y a une abstention considérable. Moi, je parle d'une démocratie par spasme qui se limite simplement au dimanche d'élection, et je suis convaincu que dans ce contexte-là, je parlais de crise de croissance de la démocratie, il faut, j'allais dire, inventer entre deux élections des voies et moyens pour construire une démocratie plus continue. Moi, je pense que la Convention citoyenne pour le climat, c'était une grande première dans notre pays. On n'a pas cette culture-là. Et pourquoi, notamment, c'est quoi la déception de celles et ceux qui ont pu y participer? C'est que le président de la République, vous s'en souvenez peut-être, avait utilisé une formule un peu hardie, pour le moins. Il avait dit « Je reprendrai vos propositions sans filtre ». Alors, écoutez, ça vaut ce que ça vaut, mais moi je considère que du fait du tirage au sort, 150 citoyens tirés au sort ne deviennent pas le peuple souverain. Et pour parler du CESE, là où nous sommes, c'est un peu la même chose finalement. On essaie ici, à travers les organisations représentées, de compléter la démocratie politique par une forme de démocratie sociale. Mais moi, j'aime à considérer que notre assemblée, le C de CESE, ça veut dire conseil, on est une assemblée consultative. Ça veut donc dire qu'on est l'assemblée du premier mot et que le dernier mot, en démocratie, il appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, selon les sujets, l'exécutif ou le législatif. Mais en d'autres termes, si la décision leur appartient, la construction de la décision, il me semble qu'elle appartient à la société tout entière. Et de ce point de vue-là, sur la Convention citoyenne climat, je crois que c'est Dominique Bourg qui le suggérait tout à l'heure, ça a permis de démontrer que des citoyens ordinaires, mis dans un cadre de délibération approprié, pouvaient appréhender des sujets d'une grande complexité en grande responsabilité. Donc ça, moi, ça me paraît très, très important. Et moi, j'ai plutôt envie de dire qu'en tirant les enseignements, en améliorant ce qui doit être amélioré, moi, il me semble que la Convention citoyenne sur le climat, d'une certaine manière, elle préfigure toutes celles qui seront nécessaires au niveau local, national et international pour réaliser la transition écologique et sociale. Moi, je ne la vois pas d'abord comme un échec, je la vois d'abord comme une voie à creuser, à approfondir, à améliorer. On n'a pas d'autre solution que celle-là, me semble-t-il. Oui, François Gémen, je suis assez d'accord avec le constat qui est posé par Thierry Baudet. Indéniablement, si on regarde le résultat et l'application des mesures, c'est une déception et même un échec. Mais si on regarde le processus lui-même, qu'est-ce que nous avons? On a
150 citoyens lambda tirés au sort qui arrivent avec des vues très diverses sur le changement climatique. 3 d'entre eux, de leur propre admission, sont climato-sceptiques. On a 9 mois de formation, de débat, d'échange, et au bout du compte, on ressort avec 150 Greta Thunberg. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez remarquable dans le processus délibératif qui se produit en termes de formation des citoyens. Et la vraie question, à mon sens, c'est comment est-ce qu'on fait pour élargir ce processus délibératif à l'ensemble des citoyens du pays et pas uniquement aux 150 chanceux tirés au sort. Donc il faut l'augmenter au lieu de... À mon avis, il faut absolument l'augmenter. Il faut augmenter les formes délibératives et participatives de la démocratie. Et c'est aussi par là, je pense, qu'on parviendra à résoudre, pour partie en tout cas, la crise de la démocratie représentative. Par qui nous sentons-nous représentés? Qui estimons-nous légitimes à nous représenter? Je crois qu'il y a une question dans la salle, puisque voilà. Allez-y, présentez-vous peut-être avant. Donc, je m'appelle Yanis Dumas, je suis étudiant en économie. Merci d'être là pour votre exposé. Mettez bien votre micro. Oui. Ouais. Vous avez parlé du coup d'une crise de la démocratie et de la potentielle non-adaptation aux enjeux du coup, climatiques du fait des ordres de temps. Mais du coup, j'ai pas bien compris les alternatives, enfin l'approfondissement de la démocratie, en quoi ça correspondait précisément. J'ai l'impression que vous avez un peu répondu avec la présentation sur la Convention citoyenne, mais est-ce que vous pourriez préciser ce point? Et aussi, j'avais une autre question. Si on considère qu'il va y avoir des problèmes de temps, du coup, de décision, ça veut dire que les conséquences du réchauffement climatique et des autres conséquences environnementales, type épuisement des ressources, etc., vont se faire sentir avant que des décisions structurelles soient prises pour s'adapter. Donc, est-ce que, pour vous, la démocratie va être en capacité de protéger du coup, les citoyens de ces conséquences et potentiellement des déstabilisations géopolitiques que ça peut entraîner, et donc des révoltes, etc., toutes ces problématiques de violence qui vont très certainement être engendrées? Sur cette question, donc on va dire des outils à mettre en place au-delà des conventions citoyennes, et puis des conséquences que ça pourra avoir effectivement sur les sociétés, des conséquences parfois violentes d'ailleurs. Moi, j'aimerais répondre en termes d'engagement des citoyens finalement, et en prenant conscience que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités, pas tous les mêmes expériences, et qu'il y a une complémentarité des modes d'action citoyenne possibles. Alors, je rejoins ce que vient de dire François Gémen sur la nécessité de favoriser ces enceintes dans lesquelles l'accès à des informations pertinentes peut être donné, dans lesquelles on permet des réflexions partagées par un certain nombre de personnes qui cheminent et qui arrivent du coup à changer leur manière de réfléchir et d'agir. Moi, je voudrais donner juste l'exemple d'un ouvrage qu'on a coécrit avec à peu près 70 contributions d'enseignants-chercheurs, quelques étudiants, notamment du Mouvement pour un réveil écologique, et puis des praticiens d'entreprise, qui est le manuel de la grande transition, qui se veut être un socle commun de connaissances et de compétences. Et on a réfléchi à partir de ce qui nous semblait être 6 portes d'entrée complémentaires dans la transition. Et à mon avis, ça rejoint complètement la question des modes de réflexion et d'action. Je disais, la première porte, c'est la question du diagnostic scientifique, et ça rejoint ce qu'évoquait Dominique sur la nécessité d'avoir accès à un niveau suffisant, sérieux d'information, voilà, du point de vue des sciences dures, des sciences du vivant. Voilà, et François Gémen est co-auteur des rapports du GIEC. Voilà, et de se dire ça, il y a des données fiables qui nous sont données par justement des gens qui ont tout un processus qui permet d'accéder à un certain niveau d'information fiable. Donc première porte. Une deuxième porte, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par celle de l'indignation éthique, on pourrait dire, qui était bien mentionnée ici aussi. C'est-à-dire, comment est-ce que nous relisons ce qui se passe avec des lunettes différentes de nos lunettes habituelles? Donc, la porte éthique. Une autre porte, c'est celle des règles du jeu. Et il y a des gens qui sont au CESE qui ont voix consultative, ensuite on a des parlementaires, mais on a aussi des élus locaux, et nous-mêmes, nous pouvons être contributaires de transformation de ces règles du jeu à différentes échelles. Ensuite, une autre porte, c'est celle que vous évoquiez sur les récits, c'est-à-dire on a besoin de nourrir des imaginaires différents de ce qu'est une vie bonne ensemble du commun. Enfin, une cinquième porte, c'est celle des pratiques, de l'agir, avec la question du repérage des acteurs, des échelles de l'action
alors c'est un peu la vulgate de décisions multi-acteurs, mais c'est quand même vrai que personne n'a la solution tout seul. Les gouvernements, non, mais ils ont besoin de citoyens, ils ont besoin des entreprises, de mouvements coopératifs, etc. Et enfin, la dernière porte, c'est celle de la reconnexion à soi, aux autres, à la nature, voire à plus grand que soi, dire comment se donner du temps gratuit, les uns avec les autres, du temps pour se balader en forêt, du temps pour admirer ce qui nous entoure, et donc retrouver un rapport qui ne soit pas de consommation au vivant. Et ces 6 portes d'entrée complémentaires, en fait, je pense qu'elles dessinent des modes d'action que nous avons tous à valoriser, et puis après, qui plus, qui moins, en fonction de sa sensibilité. Oui, sur les modes d'action et les actions à mettre en place concrètement, François Gémen, comme je sais que vous avez souvent enseigné auprès d'étudiants, et là on a quand même un auditoire qui est composé essentiellement de jeunes lycéens ou étudiants. Vous, s'il y avait une chose qu'il faut faire quand on est étudiant aujourd'hui pour voilà, apporter sa pierre à l'édifice de la transition écologique ou pour sauver le climat, pour le dire de manière un peu dramatique, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien choisir sa banque. Et je sais que quand on est étudiant, c'est typiquement le moment où les banques vont faire toute une série de propositions alléchantes. Vous allez avoir des stands des grandes banques françaises qui vont proposer 50 € ou 100 € de prime si vous ouvrez un compte chez eux. Et vous allez parfois le faire attiré par la perspective d'avoir 100 ou 150 € immédiatement. Et je sais que quand on est étudiant, 100 €, ça compte beaucoup. Mais ça veut dire que vous risquez de vous retrouver coincé par la suite, parce que je sais que c'est parfois compliqué de changer de banque, dans une banque qui va utiliser votre argent pour financer des projets d'énergie fossile un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, un des nerfs de la guerre et un des points aveugles de la transition écologique, c'est vraiment cette question des financements et de la finance et du fait qu'aujourd'hui, tant de projets fossiles à travers le monde restent financés et assurés. Je crois que beaucoup de gens ont conscience, je veux dire, des petites choses qu'ils peuvent faire pour réduire leur empreinte carbone, circuler davantage à vélo, changer leur alimentation, etc. Mais pour ceux qui ont des produits d'épargne ou d'assurance classiques dans des banques classiques, vraisemblablement, le gros de leur empreinte carbone, il se trouve dans leur épargne. Et ce n'est pas un truc qui est calculé quand vous faites vos comptes de bilan carbone personnel. La première chose que je dis à mes étudiants à Sciences Po, c'est dire, vous avez choisi ce cours sur le climat, mais en fait, si vous voulez vraiment faire quelque chose d'utile pour le climat, levez-vous, quittez cette salle de cours, quittez Sciences Po et demandez le remboursement de vos frais d'inscription. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour sauver la planète. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah si, il y a une question tout au fond. Est-ce que vous n'avez peut-être pas de micro? Voilà, il arrive jusqu'à vous. Ça sera peut-être malheureusement la dernière question parce qu'il est déjà 9h15. Oui, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut considérer le système politique actuel représentatif comme légitime. C'est un système qui est incapable de faire de l'intelligence collective et de prendre des décisions à long terme. Donc, j'avoue que ça me laisse totalement dubitatif. Et notamment, juste pour expliquer un tout petit peu, c'est que le système d'élection avec des partis politiques, je m'excuse, mais un parti politique, c'est un programme. Si vous n'adhérez pas à ce programme en entier avec toutes les idées, a priori, vous ne devriez pas voter pour ce parti-là. Eh bien, par nature, c'est impossible, puisque quand on prend des décisions en intelligence collective, on doit prendre en compte tous les éléments. Et ce qui est très bien, c'est si on est capable de changer d'opinion en prenant en compte tous ces éléments. Les partis politiques ne savent pas faire ça par nature. Donc c'est un vrai gros problème. Par ailleurs, je rajoute juste une chose, si on veut prendre des décisions dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens du monde, on aura probablement besoin d'une assemblée citoyenne mondiale, probablement tirée au sort, parce qu'avec effectivement les systèmes actuels des États, c'est impossible. De faire voter les Bangladais et les Éthiopiens. Comment ? De faire voter les Bangladais et les Éthiopiens. Bien sûr. Alors c'est vraiment une convention citoyenne très augmentée là. Exactement. Bon, je vous remercie pour la question qui était plus une remarque, donc qui a peut-être des réactions, mais très rapides alors parce qu'il faut vraiment qu'on laisse. Je suis d'accord sur le fait que le problème aujourd'hui des partis qui sont censés représenter les intérêts et l'intérêt général a un problème parce que ces partis
vont essentiellement essayer de représenter les intérêts de segments de la population et vont essentiellement essayer d'augmenter leur part du marché électoral, et qu'on a aujourd'hui des partis qui fonctionnent en réalité comme des entreprises qui vont se disputer un marché électoral. Et effectivement, c'est un vrai problème dans la manière dont on a une démocratie qui est aussi une forme de particratie. Je voudrais donner le mot de la fin à Dominique Bourg, parce qu'à distance, c'est pas facile hein, de prendre la parole. Et c'est une question, je pense, qui vous est particulièrement adressée, parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Oui, alors, je voudrais juste revenir, avant de répondre à la question de l'étudiant, juste revenir sur la Convention citoyenne. Moi aussi, je pense que c'était une très belle initiative et je vois pas en quoi c'est un flop. Le flop, c'est ce que le Parlement en a fait. Mais ça, on est au cœur de la difficulté d'ailleurs. Et en fait, c'est très étonnant les propos liminaires du président de la République. Une Convention citoyenne, un rassemblement de 150 citoyens, ne peut pas non plus se substituer au Parlement. On a un problème, c'est-à-dire quel lien fait-on entre les propositions d'une convention, d'un rassemblement de citoyens, et puis le Parlement. Alors dire qu'on allait tout reprendre sans fil, ça n'a pas de sens. De toute façon, il fallait passer devant le Parlement, c'était une absurdité d'emblée. Mais en fait, cette absurdité-là, elle cachait le fait que finalement, rien n'a été pensé sur cette articulation, et c'est une question qui est très difficile. Alors, pour revenir à ce qui a été dit, effectivement, le système démocratique tel qu'il existe aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un sacré nombre de défauts. Mais les défauts, on l'a vu en grandeur nature, on a vu comment fonctionnait d'une certaine manière le débat public et comment on pouvait détourner une élection. Moi, je me souviens de mon appartement à Lausanne, je regardais de temps en temps une chaîne le soir quand j'étais très fatigué, quand j'avais plus beaucoup de neurones qui fonctionnaient, et puis j'ai vu monter le cas Zemmour. En fait, voilà, on a fabriqué cette histoire-là. Elle était fabriquée de toutes pièces, de quelqu'un qui raconte en fait n'importe quoi, qui devrait être dans les 0,2%, et à un moment donné, ça a monté à plus de 15%. Donc là, on voit bien qu'il y a une fabrique du débat public qui est très très gênante, et je ne parle pas des effets secondaires de ça, même si au bout du compte, la personne en question a été sanctionnée, elle n'a pas remporté un nombre de suffrages très important. Mais là, on a un problème, c'est-à-dire sur tout un tas de plans, on a un débat démocratique qui fonctionne mal, et encore une fois, c'est le système d'information qui doit délivrer le contenu du débat démocratique. Alors maintenant, quant à dire qu'on va faire une convention avec 8 milliards d'habitants, les amis, ça va être un peu compliqué, hein. Et puis, quelle serait la légitimité, etc. On est face à des difficultés par rapport auxquelles on n'a pas de solution. Mais en général, la solution qu'on adopte, c'est de le nier, ce qui n'est franchement pas la meilleure. Et donc, voilà, le chantier démocratique est de toute évidence un chantier ouvert. Bon, ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est très intéressant. Cécile a rappelé aussi le manuel de la transition. Tiens, c'est ce qu'on peut conseiller aux étudiants de le lire. C'est un ouvrage qui est extrêmement riche. Mais voilà, on est face à ce chantier. Moi, je suis désolé, j'ai pas de solution à vous donner par rapport à un immense chantier comme celui-là. Mais en tout cas, ne le refermons pas sous prétexte, si vous voulez, de défaut d'efficacité. Merci beaucoup. Alors voilà, on a tous fait le constat que le débat était compliqué sur le sujet. J'espère qu'on a pu, à notre modeste échelle ce matin, un peu essayer de faire avancer quand même le questionnement, au moins si ce n'est les solutions. Donc je vous remercie tous pour votre capacité d'attention et je vous souhaite une bonne continuation des débats pour cette journée. Merci beaucoup.